Mon troisième chantier est le chantier économie et production. D'emblée, je dois dire que nous nous fixons pour objectif de faire entrer le Cameroun dans les 50 pays qui sont favorables aux affaires, suivant le classement de Doing Business, dans les 7 ans à venir. Chantier économie et production, c'est le cœur de la bataille pour la modernisation du Cameroun. À cet égard, je dois dire qu'un accent particulier sera mis sur l'aménagement du territoire. C'est le point de départ. C'est la boussole pour conduire justement les réformes structurelles dont le pays a besoin, en sachant, grâce justement à la vision d'ensemble du territoire, à quel endroit chaque infrastructure sera établie. Où veut-on construire une autoroute demain? Notre ambition, c'est de relier Douala-Yaoundé par chemin de fer jusqu'à Koussery puis N'Djamena par une voie ferrée à 2 voies. Quel sera le tracé de cette voie ferrée à 2 voies? C'est l'aménagement du territoire qui nous permet d'anticiper. Nous voulons créer une ville nouvelle demain, dans une zone située globalement dans le nord du Mbam actuel et dans le sud de l'Adamawa. C'est l'aménagement du territoire qui nous permettra d'anticiper sur le site de cette ville. Nous voulons avoir une politique spéciale des villes frontalières, comme Koussery, comme Amchide, comme Kiosi, Ambam, comme Eyumojok, comme Dorofi et que sais-je encore. C'est l'aménagement du territoire qui nous permettra de cartographier toutes ces activités. Nous voulons implanter de nouvelles universités demain, en particulier des universités de sciences et de technologie, essentiellement. Nous voulons dès à présent anticiper sur le lieu des campus pour que nous ne soyons pas confrontés demain à des difficultés foncières ou à l'étroitesse justement de l'espace affecté à des campus que nous voulons modernes, agréables pour les étudiants et pour la recherche, dont l'aménagement du territoire est crucial. Nous voulons des espaces dédiés à l'agriculture que l'on ne peut pas désormais demain transformer en espaces urbains, donc des espaces non constructibles. C'est l'aménagement du territoire qui va nous permettre de définir les terres agricoles protégées et sécurisées. C'est l'aménagement du territoire qui est donc la carte qui nous donne justement la direction où nous devons aller. Une fois que cette question est réglée, parmi les objectifs économiques majeurs, nous avons l'agriculture, nous avons l'industrie, nous avons l'approvisionnement des Camerounais en énergie, nous avons l'eau, nous avons le tourisme, tout cela combiné avec la protection de l'environnement. L'énergie, et je commencerai par là, parce que c'est essentiel, à la fois pour l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens et pour le développement du tissu industriel de notre pays. J'ai pris l'engagement, et je le réitère ici, que non seulement nous rendrons l'énergie disponible pour tous dans une dizaine d'années, mais que d'ici la fin de mon mandat, j'aurai connecté 80% des ménages camerounais à l'électricité. À cet égard, nous allons dans la partie septentrionale qui a un bon taux d'ensoleillement pendant toute l'année, utiliser abondamment l'énergie solaire avec de petites centrales, y compris simplement dans certains cas avec des plaques photovoltaïques. Nous connaissons et nous suivons de très près aujourd'hui des expériences où il y a des plaques qui produisent jusqu'à 500 watts. Et si vous dotez une maison, donc nous connaissons aujourd'hui des plaques qui produisent jusqu'à 500 watts. Si vous dotez une concession de 3 plaques de cette nature, cela veut dire que vous lui donnez 1500 watts, c'est-à-dire 1,5 kilowatts. De quoi non seulement alimenter la maison en électricité, mais également faire tourner une petite activité industrielle consommatrice d'énergie. Donc dans la partie septentrionale, fort de toutes ces expériences, dont une en cours dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, où cette année, il y aura 400 000 ménages
connectés à l'électricité. Nous nous sommes donc engagés également sur la base des études menées pendant 3 ans avec une équipe d'ingénieurs. Dans la partie sud, où le Cameroun a la chance extraordinaire d'avoir beaucoup de cours d'eau comparé à beaucoup d'autres pays africains, le niveau technologique actuel permet de transformer chaque cours d'eau, si petit soit-il, de doter chaque cours d'eau, si petit soit-il, d'un petit barrage. Donc nous allons essaimer la partie sud de micro-barrages de 1 kW, donc de 1 MW, 1,5 MW, voire 0,5 MW pour alimenter un village, un quartier, une ville ou un département. Une expérience de cette nature a été conduite dans un des départements du Cameroun. Elle n'est pas allée jusqu'à son terme, mais il était prouvé qu'avec un mini barrage de 1,7 MW, on aurait pu alimenter l'ensemble du département. Voilà pourquoi nous prenons cet engagement, parce que nous savons que nous allons le tenir. Nous allons le tenir d'autant plus que la filière énergétique, l'industrie énergétique est toute une filière complète sur le plan industriel. Et elle va permettre à notre pays d'atteindre un autre niveau. Là, j'ai parlé de la production de l'énergie pour les populations camerounaises. Mais je vais aller plus loin, car cette énergie devra être abondante et disponible et à bon coût pour l'essor industriel du Cameroun. J'ajoute que le Cameroun a un potentiel énergétique qui lui permet d'être exportateur net d'énergie dans les pays voisins. Il y en a pour près de 10 000 milliards d'investissements dans le domaine de l'énergie, lesquels 10 000 milliards peuvent rapporter 5 fois plus au Cameroun. En d'autres termes, l'énergie deviendra demain l'un des tout premiers produits d'exportation du Cameroun, bien avant le pétrole, et rapportera bien plus d'argent que le pétrole. Donc c'est la politique énergétique que nous voulons mener, qui consiste d'une part à améliorer la qualité de vie du Camerounais simple, ordinaire, comme on pourrait dire, de mettre de l'énergie abondante et bon marché à la disposition de l'industrie et d'exporter de l'énergie vers les pays voisins pour ramener effectivement de l'argent et des devises dans notre pays. Une fois la question énergétique réglée, nous allons nous focaliser sur l'agriculture. L'agriculture est le levier fondamental du développement et même de l'essor industriel du Cameroun à travers l'agro-industrie. J'ai toujours dit que le Cameroun est un pays avant tout à vocation agricole. Et nous allons mettre l'accent là-dessus, d'abord parce que c'est le plus sûr moyen de tenir un pays en paix, d'assurer effectivement une alimentation saine, continue pour toutes les populations, dont l'agriculture est au cœur de la politique de paix que tout gouvernement peut ambitionner d'avoir. Mais l'agriculture est surtout une filière importante pour générer de l'emploi et générer des ressources. C'est pour cela que nous nous sommes fixés pour objectif de moderniser l'agriculture, premièrement en créant au Cameroun un organisme chargé de produire de la semence et les plants disponibles pour les agriculteurs, c'est-à-dire donc un semencier national. D'une part parce que cela va nous assurer notre indépendance par rapport à l'approvisionnement extérieur en semences, mais également cela va nous permettre d'identifier aussi les semences du terroir qui tendent à disparaître, parce que c'est cet organisme qui devra recenser l'ensemble des variétés agricoles que nous avons dans notre pays. Mais l'utilité économique de ce semencier vient du fait que pour accroître notre production agricole, que ce soit dans le domaine des produits de rente comme le café, le cacao, le coton et que sais-je encore, les plans améliorés mis au point par les chercheurs seront désormais disponibles. À l'heure actuelle, si vous dites à un agriculteur il y a la semence de maïs améliorée ou une variété de riz améliorée, il sera très enthousiaste et intéressé. Mais dès qu'il sort, il ne saura pas où trouver la semence. Nous allons donc rendre cela disponible. Le deuxième levier pour modernisation de l'agriculture du Cameroun, c'est de rendre disponibles les intrants, les engrais. Et nous mettrons l'accent sur les engrais biologiques. Les engrais chimiques détruisent et fatiguent la terre. D'ailleurs, ce n'est pas au moment où l'Europe, justement, essaye de se débarrasser des engrais chimiques que nous allons mettre l'accent sur les engrais chimiques en Afrique. Nous devons apprendre des autres. Et la technologie existe en la matière. Donc nous ferons
en sorte que les intrants soient disponibles et à bon marché. Je ne peux pas hésiter ici à dire, je le dis de manière claire, nous subventionnerons l'agriculture camerounaise. Il n'y a pas d'agriculture au monde, des grands pays qui ne soient pas subventionnés. Même les pays qui sont réputés être des temples du capitalisme subventionnent leur agriculture. L'Union européenne est bâtie autour de la politique agricole commune, ce qu'on appelle la PAC. Et cette politique agricole commune, c'est la subvention des subventions que l'on déverse dans les régions européennes pour produire bon marché. Nos agriculteurs et notre agriculture n'arriveront jamais à concurrencer ou même à soutenir leur place face justement à ces agricultures qui sont subventionnées. Donc, nous allons y remédier. Et cela passera justement par la facilitation de l'accès aux intrants dont j'ai parlé tout à l'heure, mais également à la semence. Et une faible taxation de l'agriculture, même là où ça existe. Le troisième pilier ou troisième levier de modernisation de l'agriculture, c'est la mécanisation. Et nous avons toujours dit, il est absurde que nous regardions 60 ans après l'indépendance, nos parents pratiquer la même agriculture primitive à la houe que leurs ancêtres. Il faut faire quelque chose, non seulement pour diminuer la pénibilité des tâches agricoles, mais également pour booster le rendement, accroître le rendement. Ce qu'une personne peut faire à la houe, une vache ou 2 chevaux peuvent faire 5 fois plus. C'est pour cela que le premier niveau de mécanisation pour les petites exploitations qui ne dépassent pas 1 hectare, 2 hectares, sera de doter justement ces petites exploitations de la possibilité de faire de l'agriculture attelée, c'est-à-dire à la charrue. C'est une pratique qui est déjà bien connue dans la partie septentrionale du pays. Il faudra généraliser et vulgariser, y compris dans la partie sud. Mais le deuxième mécanisme de mécanisation, c'est la mécanisation motorisée, qui n'est pas déjà la mécanisation par des tracteurs, c'est la mécanisation à moteur, mais poussée par un homme ou une femme. Et donc là aussi on réduit la pénibilité du travail agricole, avec l'avantage qu'avec ces engins, ces équipements qui existent et disponibles dans le monde, que nous voudrions demain non seulement pouvoir monter chez nous dans un premier temps, mais les fabriquer parce que nous avons des ingénieurs capables de le faire. Avec ces engins, vous pouvez labourer 5, 10, 15, 20 hectares plus facilement. Et pour les exploitations agricoles au-dessus, à partir de 30 voire 50 hectares, il faudra mettre de véritables tracteurs. Et ces tracteurs, nous avons vu effectivement que les expériences que nous connaissons dans notre propre pays, effectivement, sont très favorables. Cela, effectivement, accroît la productivité dans le domaine agricole. Donc, la mécanisation. Et enfin, pour clore le volet agricole et la filière agricole, il faudra doter justement le monde agricole de petites industries agro-industrielles. Il ne faut plus tout concentrer dans les grandes métropoles comme Douala et Yaoundé. L'industrie agro-industrielle, les entreprises, les usines agro-industrielles sont beaucoup plus rentables lorsqu'elles sont construites auprès des lieux de production, de la matière première. Il est économiquement peu rationnel de produire des tomates à Foumbot ou à Malantoum et de les transporter à Douala pour les transformer. Il faut mettre l'unité de transformation à Foumbot ou à Foumban. Comme on l'a bien pensé à une époque où nous étions encore un pays organisé rationnel, puisqu'il y avait une entreprise appelée la SCAN qui avait été construite dans la zone de Foumbot pour transformer les tomates, mais qui n'a jamais marché. Donc on a eu la bonne idée, mais nos turpitudes habituelles, effectivement, ont conduit à l'échec de ce projet. Nous voulons demain mettre de petites unités de transformation auprès des lieux de production. L'agriculture. À cet égard, les grandes exploitations devront tirer les petites exploitations. Si vous avez une grande exploitation de 1000 hectares, de 10 000 hectares, à côté, vous pouvez avoir de petits exploitants agricoles avec 5 hectares, 10 hectares. Et la grande exploitation est un peu, si vous voulez, le pôle central de ce qu'on appelle l'agropole.
Parce que c'est cette grande exploitation qui va acheter la production des petits producteurs pour les transformer dans l'usine ou pour l'exporter. De cette manière-là, les petits producteurs seront sûrs d'écouler leur production et donc seront plus durs à la tâche, vont travailler plus parce qu'ils sont sûrs d'écouler leurs produits, ce qui n'est pas garanti aujourd'hui. J'ai commencé ce chantier économique sans m'appesantir sur un volet crucial, qui est la précondition de tout succès dans le domaine de la réforme économique. Ce sont les infrastructures, et en particulier les infrastructures de transport. Il faut faire des routes, mais il faut les faire sérieusement. Et il faut les faire au coût réel, au coût moyen que l'on observe sur le marché international et dans d'autres pays. La surfacturation est devenue un sport national au Cameroun. Et donc, cela ne nous permet pas de bitumer, par exemple, autant de kilomètres de route que nous aurions pu, ou d'entretenir autant de kilomètres de route que nous aurions pu, d'ouvrir de nouvelles routes. Or, nous nous engageons, dès lors que nous aurons effectivement la conduite des affaires de ce pays, d'inscrire au minimum 800 milliards de francs chaque année dans le budget de l'État pour les infrastructures de transport. De la sorte, nous pourrons, par exemple, effectivement construire l'autoroute autour du triangle que l'on connaît, c'est-à-dire Yaoundé, Douala, Bafoussam, Yaoundé, mais avec un prolongement sur Bamenda et également à Douala avec un prolongement jusqu'à Boya Limbe. Nous allons également construire l'autoroute du Nord, qui est un de nos grands rêves. En dehors du chemin de fer, il faudra effectivement relier le sud du pays au nord jusqu'à Koussery par une autoroute. Je ne dis pas par une route, mais vraiment par une autoroute. C'est économiquement justifié. Parce qu'une telle route est la voie de desserte des trois régions septentrionales du pays. Déjà, même politiquement, c'est défendable, mais économiquement, c'est justifié. Donc, pour approvisionner toutes ces régions en produits venant du port et pour évacuer les productions de ces trois régions vers le sud et d'autres lieux de consommation et d'exportation, il faut, en dehors du train dont nous avons parlé tout à l'heure, une voie routière de niveau international, de niveau au standard, j'allais dire, connu dans les pays que nous regardons avec admiration. Donc, autoroute qui va donc jusqu'à Koussery et qui pourra donc dans les régions du Nord, en fonction de l'importance des localités, se bifurquer sur d'autres localités importantes. Voilà dans le domaine du transport. Et ça, c'est dans le domaine autoroutier. Parce que nous allons construire un certain nombre de kilomètres de routes régionales, de routes départementales. Évidemment, les routes municipales ou communales ou des villes seront à la charge des villes et non plus, comme aujourd'hui, à la charge de l'État et surtout même à la charge des délégués du gouvernement, car il faudra demain des maires élus qui assurent et soient responsables du développement de leur commune. Donc cette question d'infrastructure de transport est vitale. Et nous allons développer cette infrastructure de transport, y compris le transport fluvial. Nous avons beaucoup de cours d'eau dont certains sont navigables, en tout cas sur un certain nombre de tronçons. La Sanaga est navigable sur plusieurs tronçons. Et donc on peut aussi évacuer les produits agricoles produits le long de la Sanaga ou au bord de la Sanaga par la voie fluviale au lieu justement d'utiliser les camions pour les transporter par des détours encore plus longs. Oui, donc il faudra développer ce transport fluvial sur la Sanaga et d'autres cours d'eau. Et dans les villes traversées par des cours d'eau, voir effectivement aussi comment utiliser des moyens de transport fluviaux. Par exemple, pour le transport des populations, on peut parfaitement imaginer qu'en dehors ou en plus du pont sur le Vouri et d'autres ponts qu'on construira sur le Vouri, par exemple, il puisse y avoir le transport d'une rive de Vouri à l'autre, justement par des petites embarcations bien conçues pour les besoins de la cause ou même pour la plaisance, n'est-ce pas, sur le Vouri. Je sais pas, on peut imaginer, on voit dans diverses villes, pas seulement en Europe, mais même en Afrique, au Caire, vous avez des bateaux niches qui peuvent monter et redescendre conçus comme des restaurants où les gens peuvent dîner tranquillement le soir. Donc, l'infrastructure de transport va être essentielle. Maintenant, je profite de ce que je suis sur le point d'infrastructure de transport pour dire que
en liaison avec notre politique d'aménagement du territoire, je vous ai parlé d'une ville nouvelle que nous avons l'ambition de construire dans la zone nord du BAM, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle aujourd'hui le BAM-Ekim, dans la zone nord, aux alentours de Yoko, mais un peu pas confondu à la ville de Yoko, et au sud de l'Adamawa. C'est là que nous voulons concentrer toute la perspective, la projection technologique du Cameroun de demain. C'est une ville de futur. Ce sera une ville intelligente, mais ce sera également une ville verte. Dans un pays qui a le massif forestier que nous avons, nous voulons là expérimenter des choses nouvelles. Avec nos variétés, les variétés de nos forêts. Montrer justement que ce que la nature nous a donné généreusement, nous pouvons aussi l'exploiter, améliorer dans le cadre d'un espace urbain. Ce sera une ville de recherche, ce sera une ville de promotion et de l'innovation technologique. Ce sera également une ville universitaire où effectivement les secteurs de pointe dans le développement et la recherche seront localisés. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une politique urbaine. À cet égard, je voudrais dire que nous avons étudié la ville de Douala avec l'avènement du port en eau profonde de Kribi. La ville de Douala est une ville qui a toujours vécu depuis sa création autour du port. Et donc, avec l'avènement de la ville de Kribi, le port de Douala ne va pas disparaître, mais ce ne sera plus le seul port et certainement pas le port qui accueille le plus de trafic de marchandises en venant de l'extérieur ou en partance pour l'extérieur. Il faut donc revoir la fonction de la ville de Douala. Et nous voulons faire de Douala demain la grande ville, la grande capitale financière et économique de l'Afrique centrale. Pas du Cameroun, mais de l'Afrique centrale. Avec le quartier que l'on appelle le plateau Jos étant le cœur de la finance de l'Afrique centrale. Le plateau Jos où les normes de construction seront revues à la hausse, où les immeubles les plus bas auront une hauteur de 15 étages minimum. Parce qu'il y aura une concentration. Ce sera, si je voulais faire une comparaison, un peu le Manhattan de l'Afrique centrale. Et donc, ce sera à la fois Manhattan et la City, au sens de cœur financier de l'Afrique centrale. Il s'agira de bâtir là-bas, j'allais dire, un quartier d'affaires et financier du niveau international. Pas de niveau, j'allais dire sous-régional, mais de niveau vraiment international, en tout cas pouvant concurrencer la plupart des places financières africaines. Autour de la bourse de Douala, autour des sièges des banques, autour d'un certain nombre d'institutions financières qui seront mises en place. Et capital économique parce que nous voulons aussi que le siège de la plupart des entreprises, de grandes sociétés multinationales et autres soient installés là. Dans cet ordre d'idées, évidemment, il faudra revoir toute la politique de la mobilité dans la ville de Douala. Avec la possibilité de construire un tramway de surface, voir là où c'est possible de faire des tronçons qui soient des tronçons de métro, parce qu'il faut bien voir, parce que c'est pas partout. Douala est une zone sablonneuse et où l'eau émerge très rapidement. Et donc, si le sol ne permet pas de se lancer dans la construction d'un métro, les ingénieurs le diront, on se contentera d'un tramway de surface. Pour que le transport en commun soulage la ville, n'est-ce pas, des bouchons que l'on observe, et d'ailleurs c'est le cas également à Yaoundé, à cause justement de l'accroissement du parc automobile sans un accroissement parallèle de la voirie. Donc il faudra par ce biais-là, pour Douala d'ailleurs comme pour Yaoundé, justement songer à mettre en place un transport urbain collectif. Pour Yaoundé, qui est encore traversé de part en part, ne serait-ce que de l'université de Soa, enfin de Soa, par où passe le train qui va à Ngaoundéré jusqu'à la sortie sud. Il y a un chemin de fer qui est utilisé seulement à 6 h le matin et à 18 h le soir. On peut imaginer, même de manière provisoire, de mettre en place un système de transport ferroviaire intra-urbain à Yaoundé qui utilise la voie ferrée pendant ces 2 heures. Et cela va soulager les populations grandement. Donc, voilà l'ambition. Et je vous dirais que pour les villes, pour ne donner qu'une illustration, les villes frontalières, comme par exemple Kousséri, nous entendons faire un pôle d'attraction
Parce que lorsque vous avez une ville comme Koussery qui est en face d'une capitale comme N'Djamena, ça ne peut pas être une ville quelconque banale. Il faut lui donner un statut de ville camerounaise vitrine qui va permettre effectivement à ceux qui arrivent dans notre pays de voir à travers les structures d'éducation qui seront en place, à travers les infrastructures de tourisme qui seront en place, justement la bonne modernité de notre pays. Dans le domaine de l'économie et de la production, un volet crucial, c'est l'industrie. Il faut industrialiser, et j'allais même dire réindustrialiser notre pays, en menant des politiques adéquates, en revoyant les accords de partenariat économique et en nous demandant si, effectivement, nous pouvons tirer vraiment notre épingle du jeu en termes d'industrialisation avec ces accords-là. Mais surtout en bâtissant des filières industrielles. Nous ne pouvons pas, je l'ai dit, tout faire. Cela est valable dans le domaine de la recherche, cela l'est également dans le domaine de l'industrie. C'est pour cela que nous avons identifié 13 filières industrielles sur lesquelles le Cameroun focalisera son attention à l'avenir. J'ai parlé de l'énergie, mais j'ai parlé aussi de l'agro-industrie. Il y aura la biotechnologie, il y aura l'industrie minière, bien entendu, et j'en passe. Nous avons identifié les 13. Je pense que dans le texte détaillé que l'on verra à l'écrit, on pourra voir toutes ces 13 filières. Mais pour encourager les investisseurs nationaux, mais également internationaux, il faut porter une attention particulière à notre politique fiscale. Et c'est pour cela que nous avons pris l'engagement au cours du mandat de ramener de 33% environ, 33% l'impôt des sociétés aujourd'hui à 25%. De faire passer l'impôt sur les sociétés de 33% aujourd'hui à 25%. Car c'est dans le secteur privé qu'il y a la créativité, que l'on peut avoir justement le levier nécessaire pour combattre efficacement le chômage des jeunes par la création d'emplois. Et je peux dire ici, à ce que l'on appelle les acteurs du secteur informel, qui seront une composante essentielle de la modernisation économique de notre pays. J'entends demain leur faciliter la tâche et que progressivement, ils passent justement de cette situation où l'on dit qu'ils sont informels, mais où ils sont quand même formels puisqu'on prélève des taxes sur eux, par un système de taxation unique, simple, pas élevé, permettre leur identification dans un fichier qui va nous permettre ensuite d'ailleurs de les accompagner. Parce que nous entendons demain accompagner ces petits artisans, ces petits menuisiers et autres, et même ces petits commerçants qui commencent une activité qui ne peuvent pas grandir parce qu'ils sont inconnus dans le fichier de l'État et dans le système bancaire. Nous voulons les accompagner demain grâce à un système d'identification qui nous permet de les sortir progressivement du secteur informel vers le secteur formel. Et nous allons faire en sorte qu'il n'ait plus de tracasserie. Parce que je crois que les jeunes Camerounais qui, comme on dit, se débrouillent, souffrent de ce que, à tout moment, ils peuvent être confrontés à des difficultés venant de la municipalité ou venant des forces de sécurité, de maintien de l'ordre. Nous nous engageons demain, dans les grandes villes, dans les grandes métropoles et dans certaines villes qui sont des villes de grande production agricole, à construire des marchés internationaux. Il y aura un marché international de gros dans la banlieue de Yaoundé. Il y en aura peut-être même 2 à Douala dans le domaine agricole, mais également dans le domaine du commerce traditionnel. Des marchés qui seront des marchés pour l'Afrique centrale. Parce que nous voulons aujourd'hui que demain le Cameroun devienne rapidement un lieu de convergence pour les activités économiques, comme certains prennent l'avion pour aller à Dubaï ou en Chine. Nous allons mettre en place le cadre nécessaire et les incitations qu'il faut pour attirer ces activités-là chez nous. Et pour cela, nous allons faire des grands marchés internationaux. Mais tout le monde ne pourra pas aller dans ces grands marchés internationaux puisque ce sont des marchés de gros. Pour la petite distribution, il faut, avec les municipalités, trouver des lieux pour construire autant de marchés que possible. Des marchés modernes, propres, dont la gestion sera confiée aux acteurs, aux agents, aux commerçants eux-mêmes qui travaillent dans ces marchés. Parce que de la sorte, vous allez voir dans les années qui viennent progressivement diminuer le commerce de rue.
les jeunes sont finalement obligés de vendre partout où il y a un espace vide parce qu'ils ne savent pas où aller vendre. On va définir avec eux des lieux de vente, des lieux d'activité commerciale en dehors des grands centres commerciaux modernes que le secteur privé va construire. Il y aura ces marchés construits en partenariat avec les communes où les gens sont à l'abri du soleil et de la pluie, où ils peuvent laver leur marché proprement en fin de journée, être les garants justement du bon fonctionnement du marché et être à l'abri des tracasseries. Une des filières que l'on pourrait considérer d'ailleurs comme une filière industrielle, c'est le tourisme. On dit que le Cameroun est beau, mais le mot est faible. Ce pays est exceptionnel pour ceux qui ont eu la chance de le parcourir de part en part comme je l'ai fait depuis de nombreuses années. Entre les plaines à perte de vue et les montagnes qui resserrent ces plaines, qui subitement s'enfuient vers l'horizon, entre les paysages de montagne qui donnent une vue exceptionnelle et la mer, et la forêt et les savanes, c'est juste exceptionnel. C'est pourquoi nous allons promouvoir le tourisme. Non seulement le tourisme des congrès, qui généralement se limite dans les villes, même pas seulement le tourisme balnéaire, qui consiste à vendre essentiellement les bords de mer, la plage, mais le tourisme de découverte de la diversité et de la richesse de l'environnement du Cameroun. Tourisme écologique, avec des zones comme les zones de Bakassi, où l'on peut effectivement faufiler dans les mangroves et découvrir justement des voies d'eau qui sont exceptionnelles, féeriques. Et tourisme dans des zones de la partie sahélienne, comme à Poli, où on découvre une plaine coupée par une chaîne de montage, où on pourrait faire un parcours pédestre exceptionnel. Et des régions comme des sites comme ceux-là, vous en trouvez pratiquement dans toutes les régions du Cameroun. Donc, on assurera une promotion effective du tourisme écologique au Cameroun. S'agissant du tourisme plus traditionnel, appuyé sur le secteur privé, nous allons les encourager à multiplier les infrastructures touristiques. Il reviendra à l'État, bien entendu, de construire les voies de desserte des sites touristiques. Et avec l'accompagnement de l'État, le secteur privé sera fortement encouragé à construire des hôtels et tous les autres types de structures d'animation touristique que l'on voit dans d'autres pays. Je voudrais que demain, il existe au Cameroun des marques et des chaînes d'hôtels de niveau international, deviennent des marques connues en Afrique, comme l'on voit apparaître progressivement, par exemple, en Afrique de l'Ouest et déjà depuis plus longtemps en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Le tourisme camerounais peut ramener à notre pays autant de revenus et de ressources que des filières entières dans le domaine de l'industrie ou dans d'autres secteurs. Il s'agit pour nous d'encadrer le secteur privé pour qu'il donne sa pleine mesure dans le domaine. On voit déjà poindre ça et là des initiatives qui ne demandent qu'à être largement accompagnées. Nous nous y engageons. La protection de l'environnement, ensuite, parce qu'il n'y a pas de tourisme écologique sans protection de l'environnement. Notre environnement est l'un des biens les meilleurs, les plus précieux que nous ayons dans notre pays. Non seulement en termes de diversité biologique, mais également en termes de diversité faunique. Les espèces d'animaux que nous avons. Je sais que par exemple dans le sud du Cameroun, dans le sud-ouest du Cameroun, on peut pratiquer un tourisme ornithologique, c'est-à-dire découvrir des variétés d'oiseaux. Il y en a 13, rien que dans le sud-ouest, qui n'existent que dans notre pays. On peut découvrir ce qui rapporte plein d'argent dans d'autres pays comme en République démocratique du Congo et surtout le Kenya avec le tourisme des gorilles que nous avons dans le sud du Cameroun, qui sont peut-être pas des gorilles de montagne, mais qui sont des gorilles de forêt tout aussi intéressants. Et je ne parle même pas des parcs traditionnels que nous connaissons déjà dans le nord de notre pays. Donc, il y a lieu de faire du Cameroun demain une vraie destination touristique parmi les plus courues en Afrique. Toujours dans le domaine de la protection de l'environnement, il devient impérieux pour notre pays de faire attention à notre politique d'exploitation forestière.
Nous faisons une exploitation sans reboisement ou avec très peu de reboisement, mais également nous faisons une exploitation anarchique de nos forêts. Avec le changement climatique observable partout dans le monde, nous risquons, si nous n'y prenons garde, de mettre notre pays à découvert et d'ailleurs de réduire sa contribution à l'effort mondial pour diminuer le réchauffement de la planète. Il me semble que la protection de l'environnement peut devenir aussi un atout précieux pour notre pays, puisque les moyens et les ressources que l'on va dégager progressivement pour la protection de l'environnement mondial seront affectés aussi et prioritairement aux pays qui font un effort dans ce domaine. Et le fait pour nous de préserver notre massif forestier sera une contribution qui pourra recevoir une contrepartie financière conséquente. La protection de l'environnement est l'atout majeur pour le tourisme du Cameroun demain. C'est pour cela, encore une fois, que nous y mettrons un accent particulier.